Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Alam, je suis maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lille. Et donc il nous revient la lourde responsabilité d'animer cette 4e table ronde. Et donc je remercie les organisateurs d'avoir pensé à moi pour l'animer. Il m'appartient aussi de rappeler qui sont les organisateurs de cette conférence, à savoir l'Institut du monde arabe, mais également l'IREMO. Et on m'a aussi demandé de faire passer le message, de remercier les partenaires, en particulier Radio Pastel, donc, qui enregistre cette table ronde, et de rappeler, si jamais vous n'avez pas encore été visiter cette exposition, qu'il y a donc une exposition faisant la promotion d'un musée pour la Palestine. Voilà, donc le thème de cette table ronde, c'est Jérusalem, enjeu capital. C'est en fait le titre d'un colloque qui s'est tenu en mai 2018 à l'Institut du monde arabe, un colloque qui faisait suite à la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président Donald Trump, qui bafouait ainsi les principes fondamentaux du droit international, les nombreuses résolutions des Nations Unies, et qui met à mal aussi la perspective d'un règlement du conflit israélo-palestinien, que laisse entrevoir les accords d'Oslo à travers une solution à 2 États dont Jérusalem serait la capitale. Alors, la commande qui m'a été faite ainsi qu'aux intervenants, c'est sans doute pas de refaire ce colloque qui portait aussi en fait sur les résolutions des Nations Unies, en fait sur le droit international, mais la commande qui nous a été faite porte plutôt sur la vie entre et sur les territoires, ainsi que sur la question des flux et des déplacements. Donc on perd d'une certaine manière le jeu de mots Jérusalem enjeu capital en abordant plutôt la question de Jérusalem sous l'angle d'enjeux capitaux, notamment pour les Palestiniens qui habitent dans les territoires et qui habitent à Jérusalem-Est. Alors, pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir Nada Awad et Mounir Anastas. Nada Awad, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et spécialiste de droit humanitaire. Et jusqu'à août, vous étiez chargé du plaidoyer au Community Action Center de l'université d'Al-Quds. C'est comme ça qu'on prononce, j'espère. Et vous étiez responsable des campagnes de sensibilisation et de défense des droits des Makdissi, les habitants palestiniens de Jérusalem. Et puis Mounir Anastas, compositeur palestinien, mais surtout présent ici comme ambassadeur, délégué permanent alternant auprès de la délégation permanente de la Palestine auprès de l'UNESCO. Alors, je vous propose d'aborder, évidemment, on réservera un temps pour les questions à l'issue dans le cadre de cette table ronde, mais je vous propose d'aborder cette table ronde en 3 temps. Qui ne seront pas forcément d'une durée équivalente. Vous ne serez pas obligé d'intervenir nécessairement de manière égale à chacun de ces points, mais donc une table ronde en 3 temps qui pourrait débuter par une première étape de diagnostic de la situation, des conditions de vie à Jérusalem, des nombreuses barrières d'accès, des politiques menées par Israël en termes de transfert, ou ce qu'on pourrait appeler par euphémisme politique démographique. Alors peut-être que le public est tout à fait au point sur ces questions, mais en tout cas ça me semble un point de départ nécessaire. N'étant pas moi-même spécialiste de Jérusalem ou de la Palestine, j'espère à titre personnel apprendre beaucoup de choses cet après-midi, même si je me suis déjà documenté à travers la lecture du rapport des chefs de mission diplomatique de l'Union européenne sur Jérusalem pour 2017, qui en fait est censé être relativement confidentiel, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais on peut quand même assez facilement le trouver sur Internet. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, ou en tout cas déchiffrer davantage ces enjeux, c'est une source d'information intéressante. Alors ça, c'est pour le premier temps. Dans un deuxième temps, nous pourrions peut-être essayer de présenter une cartographie des acteurs en présence, notamment côté israélien, pour peut-être mieux saisir la diversité des institutions
qui participent à la mise en place de cette politique démographique, diversité des institutions, diversité des interventions, peut-être parfois contradictoires de ces différentes autorités, ou peut-être coordonnées, c'est à vous de nous le dire. Enfin, dans un troisième temps, étudier ou envisager avec vous les formes prises par la résistance ou les possibilités de résistance, notamment à partir de vos propres contributions. Voilà, donc pour le premier point, peut-être que nous pourrions présenter les dernières évolutions concernant le statut de résident, les politiques démographiques menées par Israël, avant d'aborder les nombreux obstacles administratifs et physiques qui, premièrement, restreignent l'accès des Palestiniens à Jérusalem-Est, et deuxièmement, qui induisent des transferts forcés. Ça vous va ? Comme il s'agit de question de résidents et elle est résidente, il vaut mieux commencer par elle à ce moment-là. Parfait. Elle est résidente de Jérusalem. Alors, je vais commencer avec une introduction pour montrer que le transfert forcé dont on a parlé à l'introduction n'est pas une politique récente. C'est une politique qui est à la base même de l'idéologie sioniste qui visait à créer un État juif en Palestine. Le transfert, donc, je vais commencer par deux citations. La première de Ben Gourion en 1937, donc un des fondateurs de l'État israélien. Il disait, en 1937, le transfert obligatoire des Arabes des vallées de l'État juif projeté, nous devons tenir à cette conclusion de la même manière que nous tenons à la déclaration Balfour. Plus encore, de la même manière que nous tenons au sionisme même. Mais ensuite, une deuxième citation, on en trouve beaucoup, malheureusement, c'est la citation de Yosef Weitz, qui est un des leaders aussi du sionisme, qui disait en 1940, la seule solution est le transfert des Arabes vers les pays voisins. Pas un seul village ou une seule tribu ne doit rester. Mais en plus de ça, c'est notre droit de transférer les Arabes. Les Arabes devront partir, mais nous avons besoin d'un moment opportun pour réaliser notre but, par exemple une guerre. Donc on voit déjà que le transfert forcé est à la base même de cette idéologie qui va, à travers les directives du plan d'Alet, le plan qui va être mis en place par les forces sionistes entre 47 et 49, mener à la destruction de 531 villages et 11 quartiers urbains palestiniens qui vont être détruits et leur population va être expulsée. On sait très bien que la Nakba va mener à 800 000 réfugiés palestiniens, c'est-à-dire 80% de la population palestinienne deviendra réfugiée. De ces 800 000 Palestiniens qui deviennent réfugiés de la Palestine mandataire historique, il y a 80 000 Palestiniens qui vont être expulsés de l'ouest de Jérusalem, qui va être détenu par les forces sionistes en contravention avec le plan de partition. 19 ans après la Nakba, cette catastrophe pour les Palestiniens, viendra la Naksa de 67, où les Israéliens, le gouvernement israélien cette fois, va mettre en place des politiques de transfert des Palestiniens. On compte entre 250 000 et 450 000 Palestiniens déplacés. Ils seront surtout déplacés de la région de Latroun, mais aussi de l'est de Jérusalem, vers la Jordanie, mais aussi à l'intérieur même du territoire occupé. Les expulsions sont donc des expulsions utilisées par Israël dans la rhétorique comme des expulsions de guerre, mais elles sont déjà bien avant pensées et réfléchies comme nous l'avons vu. Et ensuite, elles seront sémentées par l'interdiction du retour des réfugiés palestiniens par Israël. Le transfert est une constante aujourd'hui, malheureusement, et depuis 67, depuis l'occupation et l'annexion illégale de l'Est de Jérusalem à Israël, de la colonisation israélienne de la Palestine mandataire. Je vais vous donner deux exemples de citations de Netanyahou qui est aujourd'hui au gouvernement. Netanyahou utilise la même phrase qu'a utilisé Ben Gourion dans les années 30 et 40. Il appelle les Palestiniens des statistiques alarmantes. Il dit, si les Arabes forment 40% de la population palestinienne, c'est la fin de l'État juif. Mais 20%, c'est aussi un problème. Si la relation avec ces 20% devient problématique, l'État est en droit d'employer des mesures extrêmes. Très récemment, en novembre 2018, donc ce mois-ci, Netanyahou va dire « Le terme occupation ne veut rien dire. De grandes nations ont conquis et remplacé des populations et personne n'en parle.
Donc, il parle de l'expulsion des Palestiniens, le transfert forcé de ces Palestiniens, comme étant quelque chose de tout à fait normal. Donc, c'est ce que nous allons voir en utilisant le cas de Jérusalem en trois parties. D'abord, la politique de la terre, ensuite la politique de résidence, et enfin la politique de répression de la résistance palestinienne à l'apartheid. Donc, on va commencer d'abord par la dépossession des Palestiniens. La dépossession des Palestiniens va être faite donc entre 47 et 49. Ensuite, elle va être légalisée entre guillemets, c'est-à-dire que les Israéliens vont mettre en place une politique de légalisation à travers l'adoption de lois de la dépossession des Palestiniens. La loi de 50, la loi des absents et des propriétés abandonnées, va être une des lois qui va permettre aux Israéliens, avec la loi sur l'acquisition foncière de 53, de légaliser à travers les lois israéliennes, qui sont bien sûr en contravention avec le droit international, la dépossession des Palestiniens et la prise des terres des Palestiniens qui sont devenus réfugiés et à qui on va interdire le retour en Palestine mandataire. En plus de ça, on a plusieurs lois qui vont être complètement discriminatoires vis-à-vis des Palestiniens, qui vont clairement dire que, par exemple, la loi de 51, elle prévoit la réaffectation des biens, donc des Palestiniens à l'État, dans tout lieu dans lequel le droit de l'État d'Israël s'applique. Et elle dit, l'autorité des terres d'Israël gère les terres de l'État et qui, par la loi, ne peuvent être utilisées, développées ou possédées par des non-juifs. Donc c'est tout à fait clair, et ça c'est la loi de 51. La loi fondamentale d'Israël, les terres d'Israël de 60, va stipuler que la terre détenue par l'État juif, par l'autorité de développement israélienne ou par le Fonds national juif ne saurait être transférée d'aucune manière, sa gestion étant placée de façon permanente sous leur autorité. Ce qu'on voit clairement, c'est donc à la suite de la dépossession des Palestiniens par le plan d'Alet et par le transfert forcé, que ces lois viendront donc mettre ça dans le côté légal, donc dans la constitution même qui est la loi sur la loi fondamentale d'Israël, la dépossession des Palestiniens, et donc c'est une des politiques qui est à la source de la domination de l'espace et de la démographie par l'État d'Israël. Ce qu'il faut rappeler, c'est que avant 48, le Fonds national juif qui a commencé au XXe siècle pour acheter des terres de Palestine n'avait qu'entre 7 à 8% des terres d'Israël. Après 48, le gouvernement israélien va, à travers la dépossession des Palestiniens, obtenir 93% des terres de ce qu'aujourd'hui s'appelle Israël, donc les frontières reconnues internationalement par la communauté internationale. Donc voilà une carte de Jérusalem. Ça c'est coupé, donc le côté ouest, c'est ce que vous voyez en jaune, et l'est, c'est ce que vous voyez en violet. L'est était sous le gouvernement jordanien jusqu'en 67. Et jusqu'en 67, c'est ce que représentait l'est de Jérusalem, c'est ce qu'il y a en violet. C'était autour de 640 hectares la superficie de l'est de Jérusalem sous la Jordanie. Mais en 1967, lorsqu'Israël va occuper et annexer de manière illégale l'est de Jérusalem, il va annexer 7000 hectares de la Cisjordanie, donc plus de 12 fois plus que ce qu'était l'est de Jérusalem sous la Jordanie. Il faut prendre un exemple qui nous montre vraiment bien ce qu'est l'apartheid à travers les lois. La loi israélienne permet aux Juifs qui auraient perdu des propriétés avant 48 de réclamer ces propriétés et donc d'aller dans des cours attaquer ceux qui habitent dans ces maisons aujourd'hui depuis 67, les Palestiniens, et de pouvoir les expulser afin de, entre guillemets, reprendre leurs propriétés. Cependant, cette loi ne permet pas aux Palestiniens de demander donc réclamer leurs propriétés. On a dit que 80 000 Palestiniens ont été expulsés de l'ouest de Jérusalem en 48, et donc ces personnes qui habitent pour beaucoup des quartiers palestiniens de l'est ne peuvent pas réclamer leurs propriétés selon la loi israélienne. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le quartier de Sheikh Jarrah. Ce quartier palestinien, c'est un quartier où les maisons en bleu, c'est des maisons prises par des colons israéliens qui habitent aujourd'hui dans ce quartier après avoir évacué ou sorti les familles palestiniennes qui habitaient.
Mais de plus, vous avez tout ce qui est en rouge et en jaune, qui sont des maisons et des propriétés qui sont dans les cours israéliennes aujourd'hui, où les Palestiniens courent le risque d'être expulsés de leurs propriétés. Mais la phase numéro 2, après avoir donc expulsé les Palestiniens, les avoir dépossédés, la phase numéro 2 est venue pour contenir et empêcher la croissance palestinienne à travers des politiques de zonage et de planification urbaine discriminatoire. En 1973, le gouvernement israélien va adopter les recommandations d'une commission qui s'appelait la commission Gafni pour mettre en place un ratio de 70-30%. Donc les Palestiniens, selon cette commission, ne peuvent pas dépasser les 30% de la population de Jérusalem. En plus, c'est cette idée vraiment de base qui est, il faut pas que la capitale juive, donc la capitale de l'État juif, ne soit pas juif. Donc il faut mettre en place une démographie écrasante juive à Jérusalem. Mais entre 2004 et 2009, lorsqu'on discute sur le plan gouvernemental du plan 2020, qui est un plan d'urbanisme à Jérusalem, on va dire qu'on ne pourra pas atteindre ces 70-30 et on revisite le ratio à 60-40. Mais juste pour vous lire une phrase de ce plan local 2020, il va dire « Afin de maintenir une majorité juive dans la ville, la migration négative, donc juive, en dehors de la ville doit être réduite et les résidents habitant d'autres régions doivent être incités à y habiter. Pour atteindre ce but, suffisamment de logements doivent être rendus disponibles à travers la densification de quartiers existants et la construction de nouveaux quartiers. » Donc ça, c'est donc le plan gouvernemental sur Jérusalem. Mais pour voir comment Israël a réussi à limiter la croissance, il y a 3 idées principales. D'abord, la confiscation de terres. À Jérusalem, dans l'est de Jérusalem, 35% des terres ont été expropriées pour la construction de colonies. Donc, il existe 15 colonies où habitent plus de 220 000 colons. Ça, c'est juste à l'est de Jérusalem. Et ce que vous voyez, c'est que les colonies ont été placées de manière stratégique entre les quartiers palestiniens afin d'arrêter leur croissance, donc ne pas leur permettre de s'agrandir et de bloquer leur croissance. La deuxième stratégie, c'était la confiscation de terres sous le prétexte de développement de zones vertes. Donc l'idée, c'était de créer des parcs naturels dans l'est de Jérusalem, après avoir mis en place que 22% de l'est de Jérusalem étaient des zones vertes. Donc il est interdit de construire dans ces zones vertes. Et ça aussi, en mettant ces zones vertes en place entre les quartiers palestiniens, on limite la croissance des quartiers palestiniens où les Palestiniens n'ont pas le droit de construire. Il y a une nouvelle proposition de loi aujourd'hui à la Knesset qui viserait à amender la loi. La planification, elle s'appelle la planification pour la construction dans un quartier existant, dans un parc naturel. Et donc cette proposition de loi vient de Elad, qui est une organisation de colonisation israélienne qui veut coloniser l'est de Jérusalem, qui a comme but, donc clairement dit, de la colonisation. Elle a proposé cette loi et donc l'idée, c'est de lever la prohibition de construire dans un endroit qui est à Silwan, qui est zoné par le gouvernement comme un parc naturel, mais d'enlever la prohibition de construire dans cette zone naturelle afin de pouvoir développer la colonisation juive dans cette région. Donc bien sûr, les 22% de l'Est où il est interdit de construire parce que ce sont des zones vertes, les Palestiniens n'ont pas le droit de construire même si c'est sur leur terre, mais cette loi permettrait aux Israéliens de pouvoir construire même à l'intérieur de zones vertes assez loin. Mais limiter la population palestinienne dans la ville, ça veut dire aussi ne pas permettre aux Palestiniens de construire. Donc, selon les statistiques, pour s'adapter à la croissance démographique palestinienne, il faudrait 1500 unités de logement par an. Cependant, les plans israéliens nous permettent de construire jusqu'à 400 unités de logement par an. Il y a une réelle grave pénurie de logements à Jérusalem où les Palestiniens n'ont pas la possibilité de construire. Et il faut noter que entre les zones vertes, les 35% prises pour la colonisation israélienne et les 30% qui sont pas planifiées de l'est de Jérusalem, il reste aux Palestiniens seulement 13% de l'est de la ville pour construire.
qui sont aujourd'hui très peuplées. Entre 67 et 2014, la population palestinienne a quadruplé. Aujourd'hui, nous sommes autour de 200 300. Cependant, les permis de construire donnés aux Palestiniens ont été très limités. Donc, on compte autour de 4 706 permis de construire entre 67 et 2014. En 2005 et 2009, si on prend un exemple là où on avait des statistiques, les Palestiniens à l'est de Jérusalem, on leur a donné 603 permis de construire, tandis que les Israéliens, entre les colons, ont reçu 662 permis, et les Israéliens à l'ouest, 1932 permis de construire. Donc on voit très bien que c'est une politique réfléchie, pensée, pour ne pas permettre aux Palestiniens de construire. Un tiers de la population palestinienne, autour de 100 000 Palestiniens de Jérusalem, vivraient dans une maison construite sans permis de construire, selon les Nations Unies. Donc, courent le risque aujourd'hui de la démolition de leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de permis de construire lorsqu'ils ont bâti. Amal Salem, qui était un membre du Parlement israélien, qui a avancé une loi en 2014 qui permet de faciliter la démolition de maisons, parlait des Palestiniens comme des gens hors la loi, des gens qui aiment faire des choses hors la loi. J'ai traduit, c'est pas une bonne traduction, mais c'est l'idée. La plupart de la population juive obéit à la loi, et ceux qui enfreignent la loi sont punis. Dans le secteur arabe, il y a une inclination de penser que la loi c'est une recommandation. Si on a une autorisation de construire, c'est bien. Sinon, c'est aussi pas grave, donc on construit. Donc l'idée c'est de faire en sorte de montrer à l'international que les Palestiniens sont des gens qui sont hors la loi. Mais en réalité, on ne reçoit pas de permis de construire, qu'on demande, mais où on a la plupart du temps des refus. Entre 2009 et 2017, on voit très clairement que la démolition était un instrument démographique israélien, où 876 structures palestiniennes ont été démolies à l'est de Jérusalem. Ça a fait que 1723 Palestiniens ont été déplacés donc à travers la démolition de leur maison. Entre janvier, le début de cette année, et octobre, il y avait 157 structures qui ont été démolies, menant au transfert de 181 personnes de leur maison. Donc la démolition de maisons, c'est un instrument démographique qui est discriminatoire, parce que ça c'est une étude qui a été faite qui a montré que malgré le fait que 21,5% des constructions sans permis se passent du côté palestinien, on reçoit 84% des ordres de démolition. Tandis que 78% des constructions sans permis se passent du côté israélien, ils ne reçoivent que 27% des ordres de démolition. Donc on voit comment c'est une politique discriminatoire qui vise les Palestiniens et leur développement. Donc juste pour récapituler cette partie, 13% de l'Est de Jérusalem est zoné pour la construction palestinienne, tandis que 35% de l'Est de Jérusalem est zoné pour les colonies. Le taux de construction permis aux Palestiniens, c'est de 25 à 75%, ce qui veut dire entre 2 et 3 étages, tandis qu'à l'ouest de Jérusalem, c'est entre 75 et 125%. Dans les colonies, c'est entre 140 et 200%, c'est-à-dire jusqu'à 8 étages. On reçoit autour de 7% des permis de construire. La population palestinienne de Jérusalem qui forme autour de 40% de la population, tandis que les Israéliens en reçoivent 93%. Et enfin, les Palestiniens qui payent exactement les mêmes taxes, qui sont très lourdes, vont recevoir 10% du budget de la municipalité, tandis que les Israéliens vont recevoir 90% du budget de la municipalité. Maintenant, le Grand Jérusalem, c'est des projets de loi qui sont, comme vous avez peut-être entendu parler, il y a beaucoup de propositions de loi qui sont introduites à la Knesset aujourd'hui qui parlent de changer la démographie de Jérusalem à travers le changement des frontières de la ville. L'idée de ces projets de loi, c'est d'agrandir la municipalité de Jérusalem en faisant le Grand Jérusalem, en incluant 65% de la population des colonies qui se trouvent dans ces frontières-là. Donc, en changeant la frontière, on rajoute les colonies qui se trouvent autour de Jérusalem et en même temps, on réduit la population palestinienne en enlevant 2 quartiers très peuplés palestiniens qui se trouvent déjà derrière le mur de séparation qui a été construit par Israël. Et donc, ainsi, on enlèverait autour de 140 000 Palestiniens de la municipalité de Jérusalem en rajoutant autour de 120 000 colons à la municipalité. Khan el-Ahmar, dont vous avez peut-être aussi entendu parler, est un cas de transfert forcé en œuvre. Ici, Khan el-Ahmar se trouve dans la région qui est autour de Jérusalem, dans la région E1.
il y a 32 familles et 163 qui forment 163 personnes qui ont depuis des mois qui vivent aujourd'hui sous le risque de transfert. La Cour suprême en mai 2018 a décidé de permettre au gouvernement de démolir la communauté et de les relocaliser à l'extérieur de cette région pour enfin annexer la terre, donc l'annexer et la rajouter à la frontière de Jérusalem sans la population palestinienne qui y habite. Le mur aussi que vous voyez tracé en rouge, vous voyez pas bien, j'imagine, la carte, mais c'est l'idée que le mur est désigné, est fait, est pensé, il n'est pas droit, il va dans des quartiers, il prend des quartiers israéliens, donc où il y a des colonies israéliennes, des quartiers palestiniens où il y a des colonies israéliennes, et les rajoute à la municipalité en enlevant les populations palestiniennes et en les excluant de la ville. Maintenant, ça c'était sur la politique donc de la terre. Maintenant, on va parler de la politique de la résidence. Il faut comprendre que la domination et la répression, donc l'apartheid israélien, se fait aussi à travers ces politiques de résidence vis-à-vis des Palestiniens. En 1950, la loi du retour est votée à la Knesset. Elle permet le droit à tout juif dans le monde d'immigrer en Israël. Donc, c'est une loi qui permet à une certaine catégorie de personnes de revenir, entre guillemets, dans leur pays. Tandis que, bien sûr, elle n'est pas du tout permise aux Palestiniens, mais au contraire, l'idée et la politique mise en place depuis 67, c'est, après l'annexion de l'Est de Jérusalem, c'est de limiter la population, comme on a vu avec la politique de la terre, mais aussi à travers le statut de résident. Lorsqu'Israël occupe et annexe de manière illégale l'Est de la ville en 67, elle va pas nous donner un statut de citoyen, mais un statut de résident permanent. Alors le statut de résident permanent est un oxymore parce que depuis 67, Israël révoque la résidence des Palestiniens. Donc c'est un statut révocable qui est pensé afin de permettre le transfert. Comme j'ai dit, il y aurait autour de 300 200 Palestiniens qui ont ce statut de résident à Jérusalem aujourd'hui. Mais depuis 67, plus de 14 500 statuts de résidents ont été révoqués. Mais ce qui est important à noter, c'est que la majeure partie de la révocation de ces résidences se passe depuis 95, où depuis 95 jusqu'en 2015, il y aurait plus de 11 500 statuts de résidents qui ont été révoqués. Et c'est parce que en 95, Israël introduit un nouveau critère permettant la révocation de résidence. Si c'était entre 67 et 95 de vivre à l'étranger 7 ans ou obtenir la citoyenneté ou une résidence permanente à l'étranger, donc que le ministre de l'Intérieur pouvait nous révoquer notre résidence parce que c'était des critères dans la loi. Depuis 95, les Palestiniens doivent prouver que leur centre de vie est Jérusalem pour pouvoir maintenir leur résidence. Donc si je décide d'aller vivre à Ramallah, qui est à 10 minutes de chez moi, et que je ne peux plus prouver que je paye des taxes, je paye mon loyer, je paye des factures d'électricité, d'eau, etc. à la municipalité de Jérusalem, la municipalité d'occupation. Donc, le ministre de l'Intérieur peut me révoquer ma résidence. Donc, c'est à moi de prouver que je suis résidente pour pouvoir continuer à avoir ce statut de résident. Mais c'est aussi un moyen, à travers le regroupement familial, que de transférer les gens de Jérusalem. Depuis 2003, il existe de nouveaux critères qui ne permettent pas le regroupement familial et qui limitent le regroupement familial entre quelqu'un de Jérusalem et une personne palestinienne qui habite une autre partie de la Cisjordanie. Donc, l'Est de Jérusalem fait partie de la Cisjordanie, mais si je veux épouser quelqu'un en dehors de Jérusalem, il faut que je fasse une demande de regroupement familial. Donc, la demande de regroupement familial, depuis 2003, il faut que la personne que j'épouse ait plus de 35 ans pour que je puisse faire une demande de regroupement familial. En plus, il faut que moi je prouve, avec tous les documents que je vous ai dit, que mon centre de vie, c'est bien Jérusalem. Et enfin, il faut qu'on prouve qu'aucune des personnes autour de nous n'est un risque sécuritaire. Et bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire un risque sécuritaire? Ça peut tout dire. Ça peut vouloir tout dire. Entre 2000 et 2013, 43% des demandes de réunification familiale ont été refusées. Donc, on voit que presque la moitié des demandes de regroupement familial sont refusées par le gouvernement israélien. Et depuis 2008, le regroupement familial est complètement interdit avec Gaza. Donc, si quelqu'un de Jérusalem veut épouser quelqu'un de Gaza, il doit vivre à l'étranger.
Et il est important de noter que depuis 2003, la personne qui reçoit un regroupement familial, donc après toute cette procédure qui est très compliquée, très discriminatoire, etc., va recevoir un statut pour vivre dans Jérusalem. Là, par exemple, mon époux ne recevra jamais la résidence permanente que j'ai comme statut, le statut de résident permanent, mais un statut temporaire, renouvelable tous les 1 an. Donc tous les 1 an, il faut revenir au ministère de l'Intérieur pour renouveler notre statut, pour redonner tous les documents, pour reprouver centre de vie, etc., pour pouvoir avoir encore 1 an pour vivre ensemble à Jérusalem. Les enfants qui naissent de ces mariages, c'est aussi une situation catastrophique parce qu'ils ne sont pas automatiquement enregistrés par l'occupation, par les Israéliens. Les enfants qui naissent de ces mariages, si les parents n'arrivent pas à prouver leur centre de vie est bien Jérusalem, ils vont ne pas être enregistrés du tout. Donc on estime à 10 000 le nombre d'enfants non enregistrés. Donc en plus d'être apatrides, parce que nous sommes apatrides à Jérusalem, on n'a pas de citoyenneté, on a des gens qui sont apatrides et sans papier. Alors, pour comprendre ce transfert silencieux, pourquoi il est silencieux? Parce que c'est fait à travers toutes ces lois et c'est pas un transfert où on met des gens dans des voitures et on les emmène aux frontières, mais c'est un transfert planifié, institutionnalisé et intégré dans les lois même israéliennes. Depuis 1967, Israël a développé ce système. C'est un système légal, politique et militaire de transfert pour atteindre, bien sûr, des buts démographiques que nous avons vus. Le transfert forcé de la population palestinienne est un crime de guerre, selon l'article 8 du statut de Rome, et peut même s'élever à un crime contre l'humanité, selon l'article 7, lorsqu'il est commis, comme dans ce sens-là, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. La déportation et le transfert, pour revenir à la définition, c'est le fait de déplacer de force des personnes en les expulsant, mais c'est aussi par d'autres moyens coercitifs. Donc tous les moyens coercitifs mis par l'occupation mènent à ce transfert forcé qui est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et suite à la déclaration de Trump, on a une intensification incroyable des politiques de transfert des Palestiniens dans la pratique et dans les lois, et c'est ce que je vais montrer très rapidement maintenant. Donc, il existe une réelle répression de la résistance à l'apartheid. Donc, les Palestiniens qui résistent à cette occupation depuis 1967 et à ce système d'apartheid vont passer par la prison. 40% des hommes palestiniens sont passés par la prison, donc 40% de la population masculine. Mais ça représente en tout 20% de la population palestinienne. 800 000 Palestiniens auraient été emprisonnés entre 1967 et 2015. Donc on voit déjà le système répressif. Mais en plus de ça, entre 1967 et 2015, on estime à 50 000 les détentions administratives. Donc sans système juridique, on ne dit même pas à la personne pourquoi elle est emprisonnée. C'est selon les Israéliens secret, un casier secret. À Jérusalem, en 2017 seulement, il y aurait 2000 prisonniers politiques palestiniens, 1138 prisonniers enfants. Et pour vous donner une idée de l'évolution de la loi, en 2015, la loi pénale israélienne a été amendée. Une personne qui lance une pierre peut aller jusqu'à 20 ans en prison. Donc 20 ans de prison, jusqu'à 20 ans de prison pour lancer une pierre. La suppression de la société civile, c'est-à-dire de tous ceux qui travaillent dans la société civile palestinienne, elle est très claire aussi. On a vraiment une interdiction de vie politique complète à Jérusalem. On n'a pas le droit d'exercer de vie politique, mais aussi la vie culturelle à Jérusalem palestinienne est très limitée. 55 organisations étaient déclarées illégales par Israël et donc fermées en 2000. Elles sont 321 en 2015. Donc de plus en plus, on ferme les institutions palestiniennes dans la ville, mais aussi on adopte des lois qui sont complètement, qui prennent des mesures draconiennes contre toute opposition à l'occupation et à l'apartheid. Donc si on voit les lois anti-boycott, sont des lois adoptées par Israël déjà en 2011 et en 2017, mais aujourd'hui à la Knesset, il y a une proposition de loi qui vise l'emprisonnement jusqu'à 7 ans pour une personne qui appelle au boycott.
Donc on ne pense pas qu'elle va passer, mais ça montre à quel point c'est extrême donc de pouvoir penser à emprisonner une personne pour son avis qui est des actions donc non violentes, etc., qui est le BDS. Mais en plus, je veux prendre l'exemple très récent de la révocation de résidence sur la base de manquement d'allégeance. En 2006, le ministre de l'Intérieur israélien de l'époque va révoquer la résidence de 4 personnes sur la base de manquement d'allégeance. Donc c'est en 2006. Donc en plus des 2 critères que j'ai cités avant, qui sont vivre à l'étranger 7 ans, prendre la nationalité à l'étranger ou encore le centre de vie, le ministre de l'Intérieur va inventer une nouvelle manière de révoquer des résidences, c'est le manquement d'allégeance. En 2016, 3 jeunes Palestiniens de Silouan, quartier de Soulbah, un quartier de Jérusalem, on va leur révoquer leur résidence sur la même base de manquement d'allégeance. Le ministre de l'Intérieur en fait, les Palestiniens vont aller dans les cours israéliennes jusqu'à arriver à la Cour suprême, qui va décider en 2018 qu'il n'est pas légal pour le ministre de l'Intérieur de révoquer la résidence des Palestiniens sur la base de manquement d'allégeance, sauf qu'elle a donné 6 mois pour le gouvernement israélien pour changer la loi. Et c'est pendant ces 6 mois qu'est tombé l'amendement à la loi, qui permet aujourd'hui au ministre de l'Intérieur israélien de révoquer la résidence de Palestiniens sur la base de manquement d'allégeance. Bien sûr, le manquement d'allégeance est défini d'une manière tellement générale que ça peut être n'importe quel Palestinien de Jérusalem à qui on va révoquer la résidence. Donc d'abord, c'est sur la base d'un acte terroriste, mais aussi l'assistance ou l'incitation à un acte terroriste. Donc on ne peut pas savoir ce que c'est l'assistance ou l'incitation, ne sont pas définis. Mais en plus de ça, c'est la participation active à un groupe terroriste. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe terroriste? Tous les partis palestiniens sont considérés des groupes terroristes. Donc si je suis membre d'un parti politique à Jérusalem, je cours déjà le risque d'avoir ma résidence révoquée, d'être donc de se faire transférer de force de ma ville. Mais ces politiques ne touchent pas seulement les individus qu'on va appeler donc des attaquants ou pour les Palestiniens, des gens qui vont faire des actes de résistance, mais ça va toucher même les familles de ces gens. Donc la photo que vous voyez, c'est la photo d'une maison qui a été pas démolie par les Israéliens de manière punitive, mais fermée avec du béton. Donc vous voyez, c'est le béton qui arrive jusqu'au plafond. Et donc c'est une nouvelle forme de peine collective qui est illégale selon le droit international, mais qui est aussi une manière de tuer le moral palestinien à travers donc non seulement la famille est déplacée de force à travers la fermeture de sa maison, mais en plus la famille la voit tous les jours en passant à côté, mais peut plus y rentrer. Donc c'est aussi des peines psychologiques. Israël a utilisé ces politiques depuis 67. Il y a des centaines de maisons qui ont été démolies et fermées depuis 67 dans les territoires palestiniens occupés. Mais depuis seulement novembre 2014, il y a 16 maisons dans l'est de Jérusalem qui ont été ou bien démolies ou bien fermées de force. Il y a aussi une réelle intensification donc de ces peines collectives contre les Palestiniens. Un des exemples, c'est le retrait de résidence des membres de la famille d'attaquants. Donc, en 2017, Israël a aussi révoqué la résidence de 12 membres de la famille élargie d'un Palestinien qui aurait fait une attaque contre Israël. Et donc, aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus courant de révoquer des résidences sur la base punitive. Ces cas sont toujours dans les cours israéliennes, mais ce qui est très inquiétant, c'est que le ministre de l'Intérieur israélien a révoqué la résidence de la mère d'un attaquant présumé. C'est une statut de résident permanent. Donc si ça passe, ça pourrait aussi être utilisé contre des gens qu'on appellerait des attaquants présumés. Enfin, je prends 2 exemples de lois et je conclurai. Donc le 7 mars 2018, la loi qui permet à la police israélienne de détenir les corps des Palestiniens tués par Israël est votée et acceptée. Et donc,
Aujourd'hui, il y a des dizaines de Palestiniens qui sont dans les réfrigérateurs israéliens comme peine collective contre la famille. Ça, c'est aussi une des peines collectives qui est une peine très psychologique. Donc, la famille d'une personne qui est tuée va se battre pendant des mois et des mois pour pouvoir juste enterrer leurs proches. Et là, je prends juste l'exemple de Hassan Manasra, qui avait 15 ans. Il a été tué par la police israélienne à Jérusalem et ce jeune, on l'accusait d'avoir voulu faire un attentat au couteau et donc il aurait pu être complètement immobilisé sans être tué, mais quand même il a été tué. Et en plus de ça, la famille a dû se battre pendant 8 mois pour qu'il puisse enfin être enterré à Jérusalem. La proposition de loi qui est aujourd'hui en train d'être discutée à la Knesset, c'est la loi qui faciliterait la peine de mort pour les terroristes, entre guillemets, donc pour les Palestiniens qui sont détenus par Israël. Elle est soutenue par Netanyahou et elle a passé la première lecture à 52 voix contre 49 en janvier 2018. Donc, on voit comment ces législations se développent pour supprimer vraiment. L'idée, c'est la suppression de la résistance à l'apartheid. Pour conclure, le transfert forcé est donc, comme nous l'avons vu, une constante de la politique sioniste. Depuis la déclaration de Trump, c'est une réelle intensification des lois et des mesures répressives contre les Palestiniens dans le but de les transférer de Jérusalem et de créer donc ce grand Jérusalem et changer la démographie dans la ville. L'étude de cas de Jérusalem montre clairement la situation d'apartheid, mais l'apartheid, il faut le rappeler, est imposé par Israël contre tous les Palestiniens, qu'ils habitent à Jérusalem, qu'ils habitent dans les territoires occupés de la Cisjordanie ou Gaza, ou encore les réfugiés partout dans le monde. Et pour conclure, je voulais prendre une citation du rapport de Richard Falk et Virginia Tilley, qui disait que Israël est coupable d'imposer au peuple palestinien un régime d'apartheid, ce qui constitue un crime contre l'humanité, dont la prohibition est considérée comme une norme impérative en droit international. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'action de la communauté internationale contre et pour combattre ce régime d'apartheid. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Merci Nada. Je suppose qu'il doit y avoir pas mal de questions, mais ce qu'on va faire, je vais faire une petite présentation qui va se compléter avec ce que nous venons d'entendre, surtout que ces arguments étaient étayés avec des chiffres assez clairs. En réalité, avant de commencer, il y a quand même quelques, disons, principes de base que l'on doit rappeler systématiquement. Parce que dans ce genre de présentation, on entend le mot juif assez souvent et l'apartheid par les juifs contre les Palestiniens. Mais ici, je dois souligner et insister que notre conflit, le conflit israélo-palestinien, n'est en aucun cas un conflit religieux. Ça, c'est quand même quelque chose de basique. Des fois, les médias l'oublient et des fois, le public l'oublie. Donc, notre problème est un problème politique, est un problème légal, est un problème de souveraineté sur un territoire. Je ne vais pas revenir sur, sur les bases légales, puisque ça a été donné auparavant et ça a été dit et redit à plusieurs reprises. Mais en ce qui concerne, parce que notre sujet aujourd'hui, c'est Jérusalem. Voyez-vous, Jérusalem est un véritable problème depuis le début du conflit. En réalité, vous savez, la résolution 181 a décrété que Jérusalem sera le corpus separatum, c'est-à-dire territoire international qui n'appartiendrait ni aux Palestiniens ni aux Israéliens. Cependant, les choses se sont déroulées autrement et puis on a eu un rappel historique sur ce qui s'est passé. Maintenant, Israël a essayé depuis 1967 de légaliser l'annexion de Jérusalem-Est. Elle n'a pas réussi. Légalement, c'était impossible. Ils ont essayé diplomatiquement. Bon, ils ont réussi récemment avec Trump par la diplomatie, mais ça n'a jamais marché jusqu'alors. Donc, c'est pour ça que Netanyahou et son gouvernement essayent de jouer sur la corde sensible pour l'Europe, la religion.
si vous regardez, l'argument religieux n'a commencé à émerger qu'à partir des débuts des années 2000, et clairement l'attaque basée sur cet argument religieux était à partir de 2014 et puis plus précisément 2016. En réalité, lorsqu'Israël a compris que la légalisation n'était pas possible ni par la loi ni par la diplomatie, ils ont compris que la religion pourrait faire l'affaire. Mais la religion toute seule et les arguments, bon, ça peut faire l'affaire avec quelqu'un comme Trump. Effectivement, malheureusement, ça marchait. Puis peut-être ça marchera avec quelqu'un d'un peu similaire à lui, le nouveau président du Brésil, par exemple. Bon, c'est malheureux, mais cela ne changera pas la réalité sur le terrain. Ce qu'elle vient de dire, ça rentre dans cette logique. Comment faire pour pas seulement légaliser, mais faire en sorte que la judaïté de Jérusalem soit un fait accompli. C'est ce qu'ils essayent de faire en réalité. Et ils essayent d'utiliser différents moyens pour y parvenir. Il y a bien sûr, le plus important, c'est de changer le caractère distinctif de la ville, le caractère historique de la ville. Et ces moyens, il y a l'un des moyens qui a été détaillé, le transfert de la population, l'élément démographique, ça c'est un élément essentiel, disons, indispensable. Deuxième chose, il y a l'archéologie. L'archéologie et l'architecture. L'architecture de la ville, c'est très important aussi, on va développer ça. Et puis les symboles religieux. Bon, quand on parle de la démographie, il n'y a pas que le transfert, mais il y a aussi l'éducation de cette population et les programmes scolaires. Par exemple, si on regarde les résolutions de l'UNESCO qui demandent à Israël de cesser la censure des programmes scolaires des Palestiniens de Jérusalem-Est. Donc, ils essayent de traiter le problème sur différents niveaux et de tous les points de vue. Donc, si on parle de la population, elle a détaillé comment ils essayent de se débarrasser du maximum de la population palestinienne. Ensuite, si vous regardez des photos, malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de ramener ces photos, mais c'est vraiment parlant. Regardez les photos de Jérusalem-Est, surtout autour de la vieille ville, dans les années 70, c'est-à-dire juste après l'occupation ou juste avant, dans les années 60. Et puis regardez maintenant, à partir des années 90 ou des années 2000. Avant 67, la ville vraiment ressemblait à n'importe quelle ville orientale, une ville arabe orientale. Maintenant, ça ressemble à une ville européenne. Vraiment, c'est une ville européenne, l'extérieur de la vieille ville. Heureusement, ils essayent d'appliquer cela dans la vieille ville. Et vous imaginez à quel point ça serait catastrophique, pas pour les Palestiniens, pas pour nous, mais pour vous. Et c'est ça ce que vous oubliez. Parce que votre histoire est aussi là-bas. C'est pas seulement notre histoire. En 2010, Israël faisait des fouilles à Bab el-Khalil, Jaffa Gate, à la porte de Jaffa. Ils sont tombés sur une église byzantine qui date du 3e, 4e siècle. Et il y avait un morceau de mosaïque à l'une des entrées de cette église qui est composée de 2 pièces voûtées. Donc on a les photos, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça rappelle la photo qu'elle vient de montrer, la maison bétonnée jusqu'au plafond. Eh ben ils ont fait la même chose, ils ont rempli les 2 pièces avec du béton, 275 mètres cubes, c'est-à-dire c'est fini. Et c'est le patrimoine, ce n'est pas un patrimoine palestinien ou arabe, c'est un patrimoine mondial de l'humanité. Ça vous appartient autant que nous, à tout le monde. Et c'est ça, maintenant, avant de venir à la réaction de la communauté internationale, je vais continuer aussi sur ces changements qu'ils appliquent pour changer le caractère distinctif de la ville. On a parlé de la démographie, maintenant on va parler du look de la ville. J'ai dit simplement regardez les photos, mais maintenant je vais vous donner des éléments. Vous savez, par exemple, depuis 2010, il y a maintenant un tramway à Jérusalem et qui arrive à quelques mètres des remparts
de la vieille ville. Bon, ça c'est une chose. Il y a à peine un an, au début de cette année, ils ont construit des tours militaires à l'entrée principale d'ailleurs de la ville, qui est la porte de Damas. 3 tours, et surtout la tour qui est collée à l'entrée en bas, c'est affreux, c'est en béton, ça n'a rien à voir. C'est architecturalement, c'est pas beau déjà. Donc ça c'est ce qu'ils sont en train de, c'est ce qui était fait. Maintenant, ils ont un plan encore pour construire un téléphérique qui passerait au-dessus de la vieille ville pour transporter les colons d'est en ouest. Hein? À part le fait, moi je parle pas de l'égalité de ces projets. Oublions la légalité de ces projets. Maintenant, on parle du caractère distinctif de la ville et de l'esthétique de la ville. D'ailleurs, il y a un an, je pense, le ministre de Housing Minister, c'est le ministre du logement israélien, a déclaré qu'il en avait marre du look chrétiano-musulman de la Palestine et d'Israël même. Parce que dans le paysage, on ne voit que des clochers et des minarets. Et on ne voit pas l'étoile de David. Et donc, il veut se débarrasser des clochers et des minarets pour les remplacer par l'étoile de David. C'est ça l'idée pour Jérusalem également. Parce que Jérusalem et surtout la vieille ville, en fait, sans exagérer, peut-être au-delà de 75% des vestiges historiques appartient à l'époque romain et byzantin et donc lié à la chrétienté beaucoup plus qu'au judaïsme et à l'islam. Et pourtant, il y a des vestiges pour les 3 religions. Mais on parle de ce qui persiste encore et de ce qui existe réellement. Israël fait beaucoup d'efforts pour détruire le maximum possible de ces vestiges du moment où ça n'appartient pas à la tradition ou à l'histoire juive dans la ville. Donc, tous ces projets, vous allez dire, mais l'UNESCO, parce que en fait, ça fait partie des domaines de compétences de l'UNESCO. La vieille ville, comme vous le savez, depuis 81, a été inscrite sur la liste de patrimoine mondial de l'humanité. Ça a été inscrit à la demande de la Jordanie. Et puis en 82, ça a été inscrit sur la liste de patrimoine en péril. Hein, c'est en danger. En péril, pourquoi? À cause des pratiques israéliennes et notamment les fouilles à l'intérieur de la vieille ville et les constructions illégales également à l'intérieur de la ville. Les constructions ou les destructions. Je vais vous donner quelques petits exemples pour vous montrer comment Israël bénéficie non pas seulement du soutien des États-Unis et du Trump, mais aussi il bénéficie du manque de courage de la communauté internationale, pour ne pas dire la lâcheté. C'est le problème réel. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, je ne vais plus parler de Jérusalem, je vais vous parler du patrimoine de façon générale. Le comité de patrimoine mondial à l'UNESCO, chaque année, se réunit pour inscrire des biens sur la liste et pour examiner les biens qui sont sur la liste, si il est opportun de les garder ou pas. Il y a une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, lorsque Monsieur Juppé était maire à Bordeaux, il avait un projet de construction d'un pont qui s'éloigne de la partie inscrite, parce que Bordeaux est inscrite sur la liste de patrimoine mondial. Et donc, ils ont conçu un projet d'un pont qui s'éloigne, je ne sais pas combien de kilomètres, 3 ou 4 kilomètres de la partie inscrite de la ville. Et pourtant, le comité de patrimoine a dit ça va poser un problème, ça va créer un impact visuel sur la propriété et par conséquent, on va la mettre sur la liste en péril. Et puis, il y a eu des problèmes. Pareil pour la Turquie, pour Istanbul, pour le projet du pont de Bosphore. Pareil, on a voulu l'enlever de la liste de patrimoine mondial. Il y a eu des complications, puis on l'a gardé. Séville, la cathédrale de Séville est inscrite. Et puis, à un moment, en 2012, le comité a voulu l'enlever parce que
les Espagnols étaient en train de construire une tour, tenez-vous bien, à 20 kilomètres en dehors de la ville. 20 kilomètres loin de la ville. On leur a dit, mais ça va créer un impact visuel et ça va gêner le site et par conséquent, on va... Alors voyez-vous, à 20 kilomètres et à 5 kilomètres et à 6 kilomètres, on leur fait des histoires. Israël a mis le tram à quelques mètres de la vieille ville, la tour militaire à l'entrée même de la ville. Là, ils veulent construire cable car, le téléphérique. Et sachez quand même, et heureusement, que une bonne partie de la société civile israélienne est contre ces pratiques israéliennes. Si, quand même, une bonne partie, elle devient minime, c'est malheureux, mais nous avons besoin de cette partie de la société civile israélienne. C'est très important. Je peux citer, au niveau, quand il s'agit d'archéologie et de patrimoine, je peux citer une association israélienne, vous pouvez visiter leur site, il s'appelle Emek Shaveh. E-M-E-K, Shaveh plus loin. Donc c'est c'est l'une des associations parmi tant d'autres qui essayent de s'intéresser à la question de patrimoine. Maintenant, si on continue toujours dans le même esprit, comment les Israéliens vont changer le caractère distinctif de la ville? Donc, on a parlé de l'archéologie, on a parlé de l'architecture, elle a parlé de la population, elle a parlé de l'aménagement du territoire. Vous savez, il n'y a que 13% pour les Palestiniens quand ils peuvent obtenir un permis. C'est s'ils arrivent à obtenir le permis, ce n'est pas automatique. Et donc, mais ils n'épargnent pas le reste, c'est-à-dire les théâtres. Il y a beaucoup de restrictions sur les théâtres et assez souvent, il y a des théâtres fermés. Par exemple, il y a à peu près 2 ans, le théâtre Al-Hakawati devait accueillir un événement international. C'était un truc de théâtre pour enfants, quelque chose de pédagogique avec des gamins. Et les participants, il y avait des pays européens, il y avait la France, je ne sais plus, l'Espagne, la Turquie, je ne sais pas qui d'autre. Enfin, il y avait tout un tas de pays. Et puis, Israël n'a pas apprécié que Jérusalem accueille des activités, même culturelles, au nom des Palestiniens ou avec des Palestiniens. Et donc, du coup, ils ont fermé le théâtre. Ils l'ont fermé pour 1 mois ou 2, et une fois c'était terminé, ils l'ont laissé ouvrir. Il y a quelques mois, ils ont fermé un centre de médias. C'était des jeunes qui essayent d'initier les jeunes Palestiniens aux médias et à la liberté de parole, la liberté d'expression, etc. C'est pareil, ça a été fermé. Mais plus encore, le musée d'archéologie nationale palestinienne, connu comme le musée de Rockefeller, ça a été construit dans les années 30 pendant la période de mandat britannique et ça s'appelle Rockefeller parce que c'est Rockefeller qui a fait la donation pour la construction. Et là-dedans, il y avait beaucoup de manuscrits, parmi lesquels il y avait une partie des manuscrits de la Mer Morte, le fameux manuscrit de Qumran. Mais les gens ne savent pas qu'il y a des milliers d'autres manuscrits qui étaient aussi conservés là-bas, qui venaient des fouilles qui étaient pratiquées à l'époque, principalement à l'époque mandataire. Et donc, comme Qasr Hisham, le palais d'Hisham à Jéricho, par exemple, il y a eu beaucoup de pièces et de manuscrits. Et bien, depuis quelques années, bon, bien sûr, depuis 67, ils ont déplacé les manuscrits de la Mer Morte. Bon, ça, c'est la première chose. Mais ils ont laissé le reste sur place. Depuis quelques années, 3 ou 4 ans, ils ont commencé à transférer d'autres manuscrits et d'autres objets culturels du musée. L'association Emek Shaveh a porté plainte, justement, contre les autorités israéliennes, contre les autorités archéologiques israéliennes. Et donc ça a été porté à la Cour, et la Cour a décrété que c'est permis parce que le but de ce transfert, c'est la sauvegarde de ces manuscrits. Bien sûr, il y a toujours des propos nobles et défendables. C'était pareil lorsqu'on a
lorsqu'on se plaint sur les fouilles qu'il mène dans la vieille ville, la réponse à l'UNESCO, c'est que non, nous ne faisons pas des fouilles archéologiques, nous sommes en train de faire des travaux pour améliorer le confort des citoyens de la ville. Bien sûr, il y a toujours des explications, mais ce n'est jamais la vérité. En réalité, on sait le but ultime derrière tout ça. Maintenant, si on essaye de rassembler toutes ces pratiques et tout ce qui se passe, on peut se demander, mais c'est clair, Israël essaye de mettre la main sur le maximum de territoire de Jérusalem. Et c'est clair qu'ils essayent d'augmenter le nombre d'habitants juifs par rapport aux habitants palestiniens. Mais on peut se demander jusqu'à quand et jusqu'à quel point sont-ils prêts à aller. C'est ça le problème. Et puis la deuxième question, la communauté internationale est en train de regarder. Qu'est-ce que fait la communauté internationale? En réalité, si on examine à la loupe la réaction de la communauté internationale, par moments c'est scandaleux. Et même je dirais c'est plus que scandaleux. Les Nations Unies, avec le système des 5 permanents et le veto, ça pose un problème. Ce n'est plus adapté à notre époque, ce n'est plus adapté à notre monde. Les États-Unis sont là avec leur veto, bien sûr, pour bloquer n'importe quelle résolution qui fera face à ces violations israéliennes. Et pareil pour les autres qui détiennent le veto pour défendre d'autres pays qui sont aussi en tort. Donc le système pose un problème. Mais cependant, lorsqu'il y a une volonté et lorsqu'il y a une expression claire d'une volonté internationale qui dit à Israël « ça suffit », là je pense que ça jouera, même si ça passe pas par une résolution. Mais jusqu'à maintenant, on ne voit personne dire à Israël « ça suffit ». C'est ça le problème. Et à commencer par les Européens. Les Européens, c'est le problème véritable. Parce que Israël a compris que les Européens se sentiront toujours coupables à cause de la Seconde Guerre mondiale, c'est normal. Et puis, ils sont en train de jouer sur cette corde sensible. C'est la raison pour laquelle ils sont réfugiés derrière les arguments religieux, encore une fois. C'est le seul argument, quand Israël utilise l'argument religieux, l'Europe tout entière est paralysée. L'Europe est paralysée. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Je vais vous raconter une chose. C'était théoriquement, ça devait être confidentiel, mais je peux vous le dire maintenant. Après la déclaration de Trump sur Jérusalem, Daniel Barenboim, vous le connaissez probablement, c'est un chef d'orchestre et qui est activiste pour la paix. Il a été voir Madame Merkel. Il lui a dit, mais vous savez, Madame Merkel, maintenant ça suffit. Vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes en faveur de la solution à 2 États, mais en attendant, vous ne reconnaissez qu'un seul. Qu'est-ce que vous attendez pour reconnaître l'autre, si vous êtes réellement en faveur de la solution à 2 États? Elle lui a dit, mais vous avez tout à fait raison, vous avez absolument raison, mais vous vous adressez à la mauvaise personne. C'est ça le problème. Et c'est clair, il y a des choses encore de l'ordre du non-dit et puis qui restent dans la mémoire collective, et on essaye d'investir et on essaye de faire sentir les générations qui ne sont plus coupables de la faute de leurs parents ou grands-parents, on essaye quand même de les culpabiliser de façon continuelle. Et ça, c'est dangereux parce que ça pourrait créer une réaction qui sera franchement inacceptable, pas seulement pour Israël, ni pour l'Europe, pour le monde entier. Donc, moi, ce que je souhaite simplement clarifier, c'est que les médias, malheureusement, ne transmettent pas l'image réelle de ce qui se passe. On a des mots qui ne sont pas compris aussi en Occident. Je veux prendre un exemple. Par exemple, quand on parle de Gaza, et on regarde dans certains médias, on dit que voilà, Hamas et le djihad, ils ont lancé 450 missiles. Pour un Européen, pour un Américain qui lit ça, il dit, oh, 450 missiles,
ça va détruire Israël, Israël va disparaître. C'est même pas des roquettes, c'est même pas des missiles, c'est des feux d'artifice en réalité. C'est vraiment des feux d'artifice. Donc la réalité est une chose, mais mettre les mots sur cette réalité, ça change les choses. Et par exemple, ces chiffres-là, les médias ne le transmettront jamais. Où est-ce qu'on peut les trouver? On peut les trouver dans le rapport qui était évoqué tout à l'heure. Annuellement, les consuls généraux et les chefs des missions européens à Jérusalem, ils font un rapport. Le rapport est accablant. Et ils ne sont pas pro-palestiniens et ils ne sont pas anti-israéliens, ils sont vraiment neutres. Et pour la plupart d'entre eux, avant de venir, ils sont plutôt pro-israéliens. Mais quand ils quittent la Palestine, ils sont malheureusement anti-israéliens par la pratique israélienne, surtout avec les missions diplomatiques. J'ai vécu ça avec certaines missions diplomatiques. Ce que pratique Israël à Jérusalem avec les diplomates européens, personne, aucun pays n'ose le pratiquer avec un diplomate. Si l'Europe, n'importe quel pays, pratique ce genre de choses avec un diplomate israélien, ça serait la fin du monde. Et ça sera un pays antisémite, ça sera un pays, etc. Pour votre gouvernement, par exemple, pendant 1 an et demi ou presque 2 ans, plusieurs employés du consulat général de France n'avaient pas eu ce qu'on appelle la carte spéciale, le permis de résident, et ils étaient, avant d'être expulsés, ils étaient considérés comme, comment dirais-je, illicit, ils étaient illégaux, ils étaient, donc, ils étaient expulsés à la fin, et puis après, ça a été arrangé. Donc, ça, quel autre pays, montrez-moi un pays qui ose faire ou pratiquer ce genre de choses avec des diplomates israéliens. Non, avec Chirac, c'était simplement, c'était quelque chose devant les... Personne. Et le seul, c'était Chirac qui a osé leur dire leur vérité, qui a osé hausser la voix. Il a été chahuté, mais il a tenu tête et il était quand même... mais ça, c'est rare et c'est des réactions quand il s'agit d'une réaction personnelle, parce que là, il ne pouvait plus. Mais dès qu'il est revenu en France, dès qu'il a repris ses fonctions, après, tout est parti sur le même chemin comme avant. Donc voilà ce que l'on peut conclure. En quelques mots, Israël ne veut pas lâcher Jérusalem. Israël essaye par tous les moyens de changer le caractère de Jérusalem. Ils essayent de changer pas seulement le caractère de Jérusalem et changer la composition démographique, mais la population qui reste, ils essayent de leur donner une éducation forcée. C'est-à-dire, on impose aux écoles palestiniennes à Jérusalem-Est le programme israélien. Et ça, c'est aussi, bien sûr, c'est illégal et ça a été dénoncé par l'UNESCO, ça a été dénoncé par plusieurs résolutions, mais Israël, bien sûr, n'a rien à faire de ces résolutions. Donc, on peut se demander à ce moment-là, est-ce que Israël est en train de préparer la mise en œuvre de la solution des Nations Unies, à savoir le territoire international? C'est ce qui explique leur volonté d'avoir la majorité démographique. Parce que celui qui aura la majorité démographique, à ce moment-là, c'est lui qui va gouverner, si et seulement si ça deviendrait territoire international. C'est une question. Est-ce que ça va être le cas? On ne sait pas. Quelle autre solution est possible? La solution à deux États, ça devient de plus en plus difficile sur le terrain. Sur le papier, c'est facile. C'est possible. Israël peut reconnaître un État palestinien et l'État palestinien peut exister sur le papier. Mais sur le territoire, dans l'état actuel des choses, le déplacement entre les villes palestiniennes actuellement ne permet pas de parler d'un État palestinien. Il n'y a pas de continuité territoriale. Il n'y a pas d'accès à la capitale. En théorie et en pratique, nous réclamons Jérusalem-Est comme capitale. La Palestine a été admise aux Nations Unies en 2012 en tant que Palestine dans les territoires de 67, ce qui comprend aussi Jérusalem-Est.
Nous étions également admis à l'UNESCO en 2011 sur cette même base, c'est-à-dire 67, y compris Jérusalem-Est. Mais tout ça, c'est en théorie et tout ça sur le papier. Maintenant, en pratique, quelle sera la solution réelle? Et là, la réponse devient très difficile parce que on ne sait pas quelle est réellement, disons, pas la stratégie, le but final du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien, et puis je peux finir avec une citation du général, paraît-il, le général a dit après 67, devant l'un de ses conseillers, il a dit cet État, Israël, va disparaître. Le conseiller lui dit, mais c'est comment ça, mon général? Il lui dit, c'est un peuple qui ne connaît pas ses limites. Et a priori, c'est une chose qui s'avère véritable de jour en jour. Et il y a des citoyens israéliens qui ont pris conscience que ça va être leur problème. Leur problème, c'est leur stratégie. Ne pas connaître des limites. Vous savez, Israël, elle a parlé à plusieurs reprises de lois fondamentales en Israël. Israël est parmi les rares pays au monde qui n'ont pas de constitution. Comment? Ni de France, mais ça allait venir après. Donc, la loi fondamentale fait office de constitution en même temps. Donc, ça a la force de la loi et ça a une force de loi constitutionnelle, c'est encore plus fort, ça veut dire. Tout ce qui passe par cette voie, c'est quelque chose de contraignant pour tout le monde, sans discussion et sans exception. Maintenant, le seul pays au monde qui n'a pas déterminé de frontières, c'est Israël. Il n'y a pas d'autres pays au monde. Il y a d'autres pays qui ont des frontières disputées, c'est autre chose. Mais chacun définit ses frontières, même si les voisins ne sont pas d'accord avec lui. Israël, non, n'a pas défini jusqu'à maintenant leurs frontières. Et c'est pour ça Israël n'est pas prête à reconnaître la Palestine en tant qu'État. Donc, la solution réelle, est-ce que la solution réelle sera un seul État? Et quelle forme d'État? Si c'est deux États, quelle forme d'État palestinien serait-ce, avec la situation que l'on sait sur le terrain? Et la question essentielle, quel est l'avenir de Jérusalem? Netanyahou persiste et signe, c'est la capitale unifiée d'Israël. Soit, mais les résolutions internationales disent autre chose. La communauté internationale dit autre chose. Il y a 138 pays, non maintenant 139 avec la Colombie, 139 pays qui reconnaissent la Palestine dans ses frontières de 67, ce qui inclut également Jérusalem-Est. Mais tout cela, pour Netanyahou et son gouvernement, ne signifie rien. La majorité de la communauté internationale ne compte pas pour lui. Donc, la solution, à mon avis, la solution réelle ne viendra pas de l'extérieur. On ne peut rien imposer à Israël, mais Israël peut imposer à elle-même. Et c'est pour ça, je disais, que la participation de la société civile israélienne est indispensable, et notamment à Jérusalem. Surtout à Jérusalem, parce que sans le soutien des citoyens israéliens, on n'arrivera à rien. Les Israéliens maintenant et aussi face au monde arabe, un monde arabe désuni, déchiré, faible, bien sûr, ils n'ont pas de crainte à avoir vis-à-vis des régimes arabes. Il n'y a plus rien qui leur font peur autour. Donc il n'y a pas de moyen de pression sur Israël. Il n'y a rien à faire. Et donc le seul moyen de pression, sachant que même les Nations Unies et leurs résolutions, ça ne fait rien pour Israël. La seule voix qui compte en Israël, c'est la voix de leurs citoyens, les Juifs israéliens. C'est pour ça, moi je dis, on a besoin d'eux. Et heureusement que cette petite communauté israélienne consciencieuse existe encore et qui
nous donne en réalité cet espoir pour l'avenir. Voilà, si vous avez des questions après tout ça, merci à vous. J'aurais peut-être dû intervenir avant, puisque en fait finalement cette table ronde n'a pas véritablement complètement suivi ce que j'avais préparé. Mais bon, il est donc 15h30 et donc c'est effectivement le temps des questions. Alors du coup, je me permets quand même d'instiller deux petites questions, hein, en rappelant effectivement que vos interventions étaient tout à fait complémentaires. La première, effectivement, revenait sur la mise en perspective historique et juridique de la mise en place d'une politique d'apartheid qui repose sur des formes d'expropriation, politique foncière, politique d'urbanisme discriminatoire, politique liée à la révocabilité des cartes de résident, plus la question des répressions de la résistance à ces politiques d'apartheid. Une deuxième intervention plutôt axée sur la politique culturelle, architecturale, et puis une perspective aussi en termes de relations internationales. Alors, l'idée de la table ronde, c'était aussi de revenir sur la question de la vie à Jérusalem, et aussi la question des flux entre territoires. Et donc, je me permets de poser juste une question sur la question des transports. Hein, a été abordée la question du tramway, la question du téléphérique aussi, mais quid de la circulation entre les territoires, dans la mesure où tout ceci concourt aussi à des formes de discrimination relatives à l'éducation, le déficit en termes d'enseignants notamment, accès aux soins, la question du développement économique, le fait que entre 2006 et aujourd'hui, le nombre de Palestiniens qui vivent sous le seuil de pauvreté a aussi profondément augmenté. Je pense qu'on est à 75% de Palestiniens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ceci concourt aussi à cet environnement coercitif, pour reprendre le terme que vous employez, et aussi concourt au fait que les Palestiniens qui habitent Jérusalem quittent Jérusalem pour cette raison-là, et donc perdent leur statut de résident. Donc ça, c'est peut-être la première question. Et puis, une deuxième question, désolé, je reviens, c'est peut-être un tropisme lié à ma formation de politiste, mais vous avez une approche, je trouve, d'Israël ou du gouvernement israélien, ou en tout cas de la politique menée, qui est peut-être un peu trop monolithique. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur des formes de conflit entre les différentes institutions qui sont en charge, qui développent ces politiques à l'attention, ciblant Jérusalem par rapport à toutes les politiques que vous avez menées? Il me semble qu'à la lecture du rapport effectivement des consuls à l'attention de l'Union européenne, on voit bien qu'il y a aussi des formes d'agences sur la question de réserves naturelles et sur la question de l'architecture. On a des agences qui semblent avoir été capturées par finalement le groupe d'intérêt des colons, qui fait un important travail de lobbying sur l'usage de l'architecture, l'usage de l'histoire, pour en refaire une lecture, effectivement, comme vous avez dit, de Jérusalem, sous l'angle de la judéité essentiellement. Alors, est-ce que finalement ces actions sont véritablement coordonnées, ou est-ce que il y a quand même des conflits entre avant, parce que là il y a deux questions, et les deux questions sont très très vastes. Mais la première question, très rapidement, sur la circulation et l'accès à Jérusalem. En réalité, lorsque je parlais de ces moyens de transport qui sont installés par le gouvernement d'occupation, ce n'est pas pour servir la population palestinienne. Il y a très peu ou quasiment pas de Palestiniens qui prennent le tram. Et puis, leur argument pour le cable car, pour le téléphérique, c'était soi-disant parce qu'il y a une augmentation sensible de nombre de touristes, et pour faire face à cette augmentation de tourisme, il conçoit ceci. Or, il y a une réponse qui est sortie dans la presse israélienne, un architecte qui étaye tout ça et qui l'analyse. Vous voyez bien que les touristes, ils viennent en général en groupe. Et ils viennent dans des cars. On voit mal tout un car descendre et prendre le téléphérique pour passer à l'autre côté. Donc, ce n'est pas destiné aux touristes. Ça, c'est clair. Deuxièmement, pour la population palestinienne, non plus, parce que ça passe de l'Est en Ouest. Hein. Donc, ça reste. Qui reste? C'est clair.
Et, en fait, lui, il pose la question, mais il donne pas la réponse. Bien sûr, on sait, la réponse est claire, c'est pour les colons. Maintenant, pour les Palestiniens, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais avec une délégation suisse. Et c'était composé de 2 monsieur et une dame. On était à Jérusalem, et bien sûr, on avait un programme qui allait à Bethléem, à Jéricho, et puis à Ramallah. On a été à Ramallah, et puis pour le retour à Jérusalem, on devait passer par le fameux checkpoint de Kalandia. Donc, la voiture qui nous a ramenés jusqu'au checkpoint ne peut pas continuer parce que c'est plaque palestinienne. Donc, il fallait changer de voiture. Il fallait descendre, traverser et puis prendre une autre voiture. Donc, on arrive et comme on était galant, alors on a dit à Eva, tu vas devant. Et elle va devant. Elle était toute gentille. Elle arrive et puis il y a une soldate en face. Quand elle a vu une blonde européenne, je sais pas ce qui lui a pris, elle a commencé à l'engueuler, mais vraiment de l'engueuler. Et vous savez, une européenne qui voit un soldat avec une arme qui l'engueule, elle s'est mise à pleurer. Elle avait peur et elle s'est mise à pleurer. Donc on l'a prise. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, c'est normal. Elle me dit, non, c'est pas normal, j'ai rien fait. Bon, enfin, bref, on est passé. Le lendemain, je dis au chef du groupe, je leur dis, bon, on doit repasser à Ramallah. Il dit, on va passer à ce checkpoint. Je dis oui. Il dit, non, on veut plus y aller. Donc, le passage, ça c'est simplement anecdotique pour vous dire à quel point. Puis, malheureusement, on n'a pas de photos. Vous savez, les tourniquets pour lesquels, là, théoriquement, on utilise ça pour les bêtes et pour les vaches. C'est ce qu'on a pour la population palestinienne pour passer ces checkpoints. Donc, il y a des checkpoints tout autour de Jérusalem. Pour y entrer, c'est mission quasi impossible. C'est possible seulement pour les résidents qui ont leur pièce d'identité qui prouve qu'ils sont résidents. Pour les étrangers détenteurs de passeports étrangers, mais avec un visa, c'est-à-dire si vous avez un passeport étranger, mais si vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas entrer. Puis le pire, c'est que avant la construction du mur, pour les étudiants, par exemple de l'université Al-Quds, ils pouvaient aller, c'était une distance, disons, de 200 ou 300 mètres. Et avec l'arrivée du mur, ils devaient faire des tours qui dépassaient le 2 kilomètres. Moi-même, j'ai été pour aller à la fac et j'ai vu que les étudiants, ils en avaient marre, ils ont cassé un petit bout quand même du mur pour pouvoir passer. Et donc, au lieu de faire le tour, surtout quand il fait froid et quand il pleut, pour ne pas marcher 2 kilomètres, donc ils l'ont cassé. Effectivement, ils peuvent passer, mais lorsqu'ils veulent les Israéliens, ils arrivent et ils ferment. Donc, ils contrôlent tout, malgré tout. Maintenant, pour la prière, ça c'est un problème quand il y a des fêtes et des choses comme ça. Il y a beaucoup de citoyens palestiniens musulmans qui souhaitent aller à Al-Aqsa. Et ça, c'est encore une autre affaire. Quand il s'agit, par exemple, du Ramadan ou quelque chose comme ça, ils donnent des permis, mais ces permis, c'est limité, c'est à partir de 35 ou 40 ans, pas moins que ça. Pour les plus jeunes, ils n'ont pas le droit. Et puis, des fois, même avec des permis, ils peuvent vous dire non, vous ne passez pas. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un chœur qui s'appelle Amouage et ils vont venir d'ailleurs à la fin de ce mois pour donner un concert et vous êtes tous cordialement conviés à l'UNESCO le 29 novembre. Ils vont chanter avec la maîtrise de la cathédrale de Saint-Jean, les petits chanteurs de Lyon. Et ils ont l'habitude de chanter ensemble. Donc, ils vont venir, ils seront là le 29 novembre. À un moment, il y a à peu près un an, ils devaient donner un concert à Jérusalem. Donc, les responsables ont demandé l'autorisation aux autorités israéliennes et on leur a accordé. Ça a été accordé, très bien, tout est parfait. La veille, seulement la veille, on les a prévenus, on a dit non, la permission est retirée. Comme ça. Et ils n'ont pas, en réalité, ils n'ont pas d'obligation de justifier leur réponse. Quand ils disent oui, c'est oui, non, c'est non, et puis il n'y a pas d'explication. Donc, que ça soit pour les étudiants,
que ça soit pour les élèves, les écoliers, c'est la même chose. Cette histoire, moi j'ai dit pour la fac parce que je l'ai fait moi-même, mais pour les élèves, c'est la même chose. Pour les groupes d'artistes, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour la musique, ou même des fois quand il y a des expositions collectives. Il y a des restrictions de toutes sortes. Et puis ce qui est vraiment gênant pour les Palestiniens, et c'est ce qui des fois fait des réactions disons violentes, c'est que Israël traite les Palestiniens avec pas, comment dirais-je, c'est-à-dire c'est moins que sous-humain. C'est pas des sous-humains, c'est moins. C'est même des animaux en Israël ont plus de droits et de respect que les Palestiniens sur les checkpoints. Donc pour le déplacement et pour le passage des checkpoints, c'est quelque chose qui pose encore problème, et notamment à Jérusalem. C'est principalement pour Jérusalem. Les autres checkpoints, des fois, ils peuvent être plus ou moins doux. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose pour cette question. Si je peux rajouter quelque chose sur le point de vue de la santé. Vous avez posé une question sur la situation de la santé. Je pense que ça, c'est aussi important. La situation des hôpitaux palestiniens, pour prendre un exemple, le cancer, le seul hôpital palestinien qui peut soigner les patients de cancer est à l'est de Jérusalem. Donc, le Maqasid, depuis donc le mur et depuis la difficulté de l'entrée des Palestiniens du reste des territoires palestiniens à Jérusalem est devenue presque impossible. Pour Gaza aussi, c'est vraiment très difficile. Et donc, pour obtenir un permis pour pouvoir se faire soigner, c'est une procédure qui est très humiliante, très difficile et très lente. Mais en plus de ça, lorsque la personne qui est quand même atteinte d'un cancer, qui va faire des chimios, etc., arrive au barrage, elle doit aussi passer le barrage à pied, elle doit aussi faire des choses qu'on n'imagine pas. Donc ça, c'est pour aller au cas de patients, de gens qui sont malades et qui doivent se rendre à Jérusalem. Pour des amis à moi qui habitent vraiment tout près, il y a des gens qui habitent à 10 minutes de chez moi, qui sont jamais venus à Jérusalem. Et donc même pour nous, pour le côté très social, Israël a vraiment essayé de casser la société palestinienne en créant ces différentes catégories. C'est-à-dire que de nous couper, de créer une catégorie de Palestiniens de Cisjordanie, une catégorie Palestiniens de Jérusalem, une catégorie Palestiniens de Gaza, une autre catégorie Palestiniens réfugiés. Donc voilà, en nous découpant les uns des autres, en ne permettant plus, avec les Palestiniens de 48 aussi, en ne permettant plus le contact entre ces différentes catégories qui a été créée de manière réfléchie et donc, en plus de cette création qui est une des sortes de l'apartheid, donc de nous avoir divisé territorialement, c'est aussi une importante discrimination aussi entre ces catégories qui visent à faire que les Palestiniens vont se diviser entre eux encore plus, par exemple en donnant plus de droits, entre guillemets, à des gens et en donnant moins de droits à d'autres gens. Les Palestiniens de Cisjordanie vont dire mais moi j'ai pas le droit même de voir la mer. Donc tandis que toi à Jérusalem tu as le droit d'aller à la mer. Mais c'est vraiment des choses comme ça qui sont créées pour mettre de la pression aussi à l'intérieur de la communauté palestinienne même, qui reste très soudée malgré toutes ces politiques. Concernant l'économie à Jérusalem, c'est vraiment une catastrophe. Le développement de l'économie palestinienne est étouffé par Israël, par des politiques aussi très stratégiques qui ont été mises en place depuis assez longtemps. Mais en plus, à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, les Israéliens peuvent fermer toutes les boutiques, peuvent mettre des politiques de peine collective contre toute la ville, donc de fermer des endroits à Jérusalem dans la vieille ville, mais aussi face au tourisme, de dire que, par exemple, l'entrée par la porte de Damas, c'est une zone militaire, de mettre des barrages pour que les gens n'aillent pas dans la vieille ville du côté palestinien, leur dire n'allez pas ici parce que niveau sécurité, c'est inquiétant. Donc ça touche beaucoup et c'est vraiment des politiques stratégiques. Bien, donc nous prenons 5 minutes de pause et puis ensuite nous reprenons avec la conférence fiction Enfin la paix.
effectivement, les citoyens arabes de Jérusalem ont la possibilité, parce qu'un citoyen de la Cisjordanie, pas de Jérusalem, c'est-à-dire Bethléem, Ramallah, etc., n'a plus le droit, comme avant, d'aller demander des crédits à des banques israéliennes. Tandis que les citoyens de Jérusalem, ils ont encore le droit. Mais après, c'est au cas par cas, et puis c'est effectivement, c'est pas le même traitement pour les... Mais seulement pour revenir à votre question de la résistance pacifique maintenant à cette nouvelle stratégie d'apartheid israélienne. En réalité, la stratégie de l'autorité palestinienne n'a pas changé. Le président Abbas a clairement déclaré qu'il était personnellement contre toute forme de violence, même si les traités internationaux permettent la résistance armée. Hein, les conventions de Genève le permettent avec des règlements, il y a des règles. Mais malgré tout, notre président a dénoncé toute forme de violence et il a appelé à ce qu'on appelle la résistance pacifique. Et en réalité, c'est une résistance par les moyens légaux. Israël impose ses volontés par le fait accompli. C'est sur le terrain. Nous n'avons pas de moyens de s'opposer à cette force israélienne, à part par la loi et par la légalité, par la légalité internationale. Donc jusqu'à maintenant, vous savez, l'admission de la Palestine comme État non membre aux Nations Unies fait partie de cette résistance. L'admission de la Palestine à l'UNESCO également. Notre ratification des conventions, par exemple, nous avons ratifié toutes les conventions culturelles de l'UNESCO, c'est-à-dire 54, qui est la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ces protocoles, le 70, c'est le trafic illicite des propriétés culturelles, le 72, la protection du patrimoine, 2001, protection du patrimoine subaquatique, 2003, le patrimoine immatériel, 2005, la diversité. Donc on a ratifié toutes ces conventions, on a ratifié aussi la convention contre la discrimination dans l'éducation, que Israël avait ratifiée également, mais qui ne respecte pas, bien entendu. Donc ça, c'est un premier niveau de résistance. Deuxième niveau, c'est toujours au niveau international, c'est la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale. Il y a plusieurs dossiers qui sont ouverts maintenant à la Cour pénale internationale, qui sont présentés par la diplomatie palestinienne, par le ministère des Affaires étrangères. Il y a sur les colonies, bien sûr, et récemment, le dernier truc qui a fait beaucoup de bruit, c'était le dossier concernant Jérusalem et la déclaration de Trump. Donc, ça fait partie des moyens de résistance. Mais malheureusement, cette résistance ne porte pas ses fruits immédiatement. La population a des problèmes immédiats à résoudre. Par exemple, on en a parlé de l'éducation, on en a parlé du déplacement, surtout le mouvement. La liberté de mouvement, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est une chose que l'on n'a pas. Les Européens ne peuvent pas imaginer ça. Vous ne pouvez plus imaginer ça parce que c'est fini la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où vous aviez besoin de Ausweis pour pouvoir passer d'une ville à l'autre. C'est le cas encore chez nous. Et ça, c'est une chose inimaginable au XXIe siècle. Donc, qu'est-ce qui nous reste d'autre comme moyen de résistance? En réalité, la dernière chose, c'était des petits cris que l'on pousse par-ci et par-là. À titre d'exemple, vous voyez, il y a une exposition dans l'autre salle. Cette exposition, en réalité, c'est des œuvres données à la Palestine. C'est une initiative qui a commencé il y a très longtemps. La première initiative, ça a commencé dans les années 60. Et il y a eu une collection de 228 pièces des très grands artistes, tels que Miro, Vasarely, Mata, Roberol, etc. Des noms, ils sont tous dans les musées de nos jours. C'est des très grands artistes. Donc en 82, cette collection a été détruite par les frappes israéliennes à Beyrouth. Et la plus grande partie de cette collection a disparu. Il restait quelques pièces, on est en train de les chercher. Puis en 2004, j'ai recommencé moi-même avec un artiste français qui est d'ailleurs exposé là-bas. Il s'appelle Gérard Voisin.
à l'occasion de sa nomination comme ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et artiste pour la paix de l'UNESCO, on a recommencé ce projet. Le projet, on l'a fait seulement collecter des petites pièces en solidarité avec la Palestine. Et puis il y a quelques années, mon collègue que vous connaissez bien, Elias Samba, me dit peut-être on doit aller plus loin et maintenant penser au futur musée d'art contemporain en Palestine. Et donc maintenant, c'est ça l'idée. C'est une autre forme de résistance. Notre résistance maintenant, ça serait le premier niveau, je vous ai dit, c'est légal, c'est dans les institutions internationales, au niveau du droit, les cours internationaux, les organisations, ça c'est un niveau. Deuxième niveau, et c'est très important, c'est au niveau culturel. La résistance culturelle est très importante. Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes artistes en Palestine, Gaza et Cisjordanie. On ne soupçonne pas ce nombre d'artistes. Franchement, même moi, quand j'ai regardé les statistiques sur le nombre de peintres que l'on a maintenant, des jeunes peintres à Gaza et en Cisjordanie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, des jeunes musiciens, on en a aussi. Donc, notre résistance est en train de prendre d'autres formes. Donc, on a, ça c'est la deuxième, disons, forme de résistance. Maintenant, il y a la troisième forme, et ça c'est très important, et ça nécessite la participation de toute la communauté internationale qui soutient le droit dans le monde. C'est le boycott. C'est le boycott, le BDS. Boycotter, on ne boycotte pas les civils israéliens, on ne boycotte pas les citoyens israéliens. On boycotte un gouvernement et sa politique. C'est un gouvernement d'occupation et c'est qui adopte une politique d'apartheid. Donc le boycott est dirigé contre le gouvernement et sa politique et non pas contre la société civile. Il faut que ce soit clair. Donc ça c'est le troisième et je pense avec ces trois niveaux de résistance, on peut parvenir à quelque chose. N'oubliez pas que le régime d'apartheid en Afrique du Sud n'est pas venu à sa fin sans l'intervention de la communauté internationale. La communauté internationale, à ce niveau-là, a un rôle essentiel. Et c'est pour ça qu'on regrette toujours le manque de courage des institutions et des États européens, et en tête l'Union européenne. Voilà. Oui, c'est chaud. On va passer la... Bon, j'ai quelques points à relever. Vous avez dit qu'il est quasiment impossible de créer un État palestinien au motif que la présence des colons ne l'empêche. Dans les conditions actuelles. Quelles que soient les conditions, souvenez-vous de l'Algérie, il y avait 1 million de pieds noirs avec des constructions et en indépendance, ils ont quitté l'Algérie. Il suffirait de transférer dans le sens inverse les colons. Donc la création d'un État palestinien reste territorialement possible. Si on change les contours actuels, mais bien sûr c'est possible. Non, mais je dis, Israël ne veut rien changer. Ils nous disent, ils disent, pourquoi votre président ne retourne pas à la table de négociation? On leur dit, on connaît, c'est la rengaine. Donc, ils ne veulent rien changer, et ils disent, mais Netanyahou, n'oubliez pas que Netanyahou lui-même, il dit, je suis pour la solution à 2 États. Mais quels 2 États, c'est ça la question. Donc, les 2 États de Netanyahou, c'est impossible. Non, mais si vous attendez à ce qu'Israël accepte, elle n'acceptera jamais. La question n'est pas là. C'est pour ça que je dis, sans la communauté internationale et sans la société israélienne, on ne parvient pas. Donc, mais c'est possible, sur le terrain. Tout est possible, absolument. Vous avez dit que les Israéliens traitaient les Palestiniens de moins que sous-hommes. C'est pas étonnant pour s'en convaincre, il suffit de se reporter au texte talmudique qui traite les non-juifs, qu'ils appellent les goïms, d'une façon assez violente. Il suffit de lire les textes talmudiques. Troisièmement, je voudrais revenir sur le mur. Le mur était censé entourer Israël en mesure de sécurité. Or, depuis l'existence de ce mur, il y a énormément de Palestiniens qui vivent au-delà
Donc, contradiction avec la sécurité, etc. Et ma question, ma véritable question, c'est que je reviens sur la loi du 7 mars 2018 sur la détention ou la rétention des cadavres. C'est pas étonnant, là encore, pourquoi? Parce que Israël est le premier pays, et de loin avant l'Espagne, pour ce qui est d'opérations de greffe d'organes. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi ce scandale aux États-Unis, en Virginie. Il y a une organisation qui est dirigée par un rabbin et qui s'adressait aux patients qui avaient besoin d'être greffés, qui avaient besoin d'un organe, de se rendre en Israël, moyennant espèce sonnante et trébuchante. Donc il fallait peut-être le dire, c'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, effectivement, ça fait un scandale, mais je ne sais pas à quel point ça a été répandu dans la presse. Il y a beaucoup de scandales de ce genre, comme le rabbin qui fait trafic d'organes. Il y avait autre affaire qui était en Israël, c'était 97-98, une infirmière ashkénaze découvre que le sang collecté des falachas, ça veut dire des noirs, était collecté à part, mis de côté, et quand ils arrivaient à l'hôpital, ils se débarrassaient de ce sang, ils le mettaient simplement aux égouts. Et elle a découvert ça, ça faisait un scandale extraordinaire en Israël, mais en Europe, on n'a pas entendu parler. Il y a plein de scandales. Il y a récemment aussi, en Indonésie, ils ont arrêté un groupe d'escrocs aussi sur Internet avec le Bitcoin. Et c'était un groupe d'Israéliens aussi. Mais ces scandales-là, bizarrement, on les trouve dans la presse israélienne, mais on ne les trouve pas dans la presse européenne. Et la taxe carbone. La taxe carbone aussi, il y a aussi des trafics, il y a toujours des trafics de ce genre, mais ça passe quasiment sous silence, ou alors on les voit sur certains réseaux sociaux, mais pas dans les médias. Oui, bonsoir. Voilà. Je voulais un peu extrapoler. C'est par rapport à l'histoire du gaz qu'on a découvert sur Jérusalem, qui entraîne aussi apparemment un gros problème, quoi. Voilà. En Méditerranée. C'est en Méditerranée. Sur les côtes sur de les Gaza, côtes, oui. etc. Oui. Bonsoir, merci pour vos interventions. Elles sont intéressantes et surtout catastrophiques. Nakba, comme on dit, malheureusement. En revenant à la dignité humaine, je me demande un petit peu, ne serait-ce qu'à ces gens-là ici présents, quelle serait leur réaction s'ils étaient à la place de ces Palestiniens à Gaza, où de temps en temps, j'allais depuis 2008 pour donner un coup de main dans le domaine médical. Bref, toujours est-il, n'est-il pas un petit peu humain, ne serait-ce que d'éveiller les consciences et de interpeller les présidents, par exemple ici Macron, leurs députés, leurs maires, enfin, entre guillemets, tous les politiciens, afin de les secouer moralement et leur dire, écoutez, il y en a assez du silence. Parce que ce silence, pour moi, il est complice. Si les gens n'osent pas lever le doigt, parce qu'il y a un lobbying, parce que malheureusement, les gens cachent la réalité et la vérité qui va leur exploser en pleine figure. Ma dernière question, est-ce que ce problème palestinien, cette catastrophe, ce n'est pas elle qui a fait exploser tous les pays arabes voisinants, jusqu'en Libye? Merci. Merci. En fait, il nous reste 1 minute. On va essayer de répondre. Effectivement, on est d'accord. C'est la clé de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, et pas seulement au Moyen-Orient, mais jusqu'à la Libye et jusqu'au Yémen et un peu partout. La clé, c'est la Palestine. L'origine, c'est le problème palestinien. Et puis, il y a beaucoup de groupes maintenant, malheureusement, c'est malheureux, mais c'est une vérité, qui utilisent la Palestine comme prétexte pour leurs actions. Et donc, effectivement, la Palestine est le nœud de tous les problèmes. Maintenant, concernant les chefs,
à l'international, les interpeller, c'est une chose que l'on ne cesse jamais de faire en réalité. Mais que voulez-vous dire pour des pays qui, par exemple, elle a mentionné rapidement tout à l'heure Khan al-Ahmar. Khan al-Ahmar, je vais simplement finir avec ça. Il y a une petite école. L'école a été construite par l'Union européenne, et plus précisément, c'était Belgique, Italie, France, Espagne, qui ont payé pour la construction de cette école. L'autorité israélienne l'a détruite la première fois. L'Union européenne, ils ont dit « Oh, c'est pas grave, on va vous la reconstruire ». Ils l'ont reconstruit. Israël est revenu, l'a redétruit, troisième fois. L'Union européenne a reconstruit. Ils l'ont redétruit, ils l'ont reconstruit. 6 fois, ça a été détruit et reconstruit. Et à la fin, Israël a voulu détruire non pas l'école, mais le village tout entier. C'est seulement à ce moment-là qu'on a entendu l'Union européenne faire des déclarations et dire c'est inacceptable. L'école, c'était pas grave. Ça a été détruit 5 fois. Tout ce que les Européens ont fait, oh, c'est pas grave, on paye. Mais c'était pareil pour le fameux aéroport, le seul aéroport que nous avions à Gaza. Ça a été payé aussi par l'Union européenne. Et lorsqu'Israël l'a détruit, l'Union européenne, ils ont dit, oh, attendez, quand le moment venu, nous allons vous reconstruire ça. Et ça, c'est grave aussi. Pour vous, c'est grave. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui paye? C'est vous qui payez. C'est vous qui payez. Et puis, on pense, enfin les chefs européens pensent que si on paye, ça suffit, ça peut compenser de dire ou de faire autre chose. Et c'est malheureux, c'est ça ce qui se passe. L'Union européenne, les Européens pensent résoudre le problème palestinien. En réalité, ce n'est pas la résolution, ce qui est en train de se faire par les Européens et par la communauté internationale. C'est le maintien, comme on maintient un malade dans les soins intensifs. On nous apporte des soins et c'est tout pour nous garder en vie. Et ça s'arrête là. Merci à vous. Merci beaucoup. Conclure sur une question, parce qu'on a présenté quand même le point de vue qui est plus du président, de parler plus du point de vue de la société civile et des jeunes que je pense pouvoir aussi un peu représenter. Vous avez parlé de l'exemple de l'Algérie, les personnes qui colonisaient l'Algérie ne sont pas parties toutes seules, et je pense vraiment qu'il faut insister sur ce côté. La résistance est légitime et elle est très importante. Pensez à Gaza, pensez à ce que les Palestiniens ont réussi à faire en défense aussi, parce que l'entrée des Israéliens avec l'intention d'assassiner un membre du parti politique du Hamas était aussi quelque chose d'intolérable. Et la résistance palestinienne, ça fait depuis mars que les jeunes Palestiniens et des jeunes qui ont fait des initiatives d'aller toutes les semaines à Gaza pour dire arrêtons le blocus et arrêtons l'occupation et arrêtons l'apartheid et le droit de retour, beaucoup de choses. Mais donc la résistance ne s'est pas arrêtée. Les chiffres des prisonniers politiques palestiniens le montrent très bien. Et les Palestiniens sont très conscients du droit international. Les cibles sont à très grande majorité militaire, et même dans une situation de déséquilibre. Donc il faut bien le noter, voilà, la résistance c'est quelque chose de très important et nous continuerons à résister bien sûr.